Il est 7h42, c'est le petit déjeuner politique de Ségolène Royal, présidente de Désir d'Avenir et pour la planète et ancienne ministre. Oui, bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Merci. On va parler dans un instant d'environnement parce que Emmanuel Macron est en train de se repeindre en vert cette semaine. C'est l'anniversaire de la conférence de Paris sur le climat, bientôt. Oui, absolument. Alors il y a aussi la gestion de la crise sanitaire en ce moment avec cette barre des 5000 qui avait été fixée par le chef de l'État pour qu'il y ait en fait des confinements. Comment vous voyez-vous juger cette gestion justement de la crise sanitaire, avec en plus une période qui est quand même un peu chaotique avec toutes les manifestations autour de la loi sur la sécurité globale? Oui, vous avez raison, tout est chaotique. Donc il faut remettre de la simplicité et de la clarté. Et des règles pour que les gens soient stabilisés, parce que tout le monde est un peu déstabilisé. Il y a la crise sanitaire, les gens ont peur pour leur santé. Il y a la crise économique, ils ont peur pour leur emploi et pour leurs revenus. Et voilà que le gouvernement surajoute la crise à la crise en lançant de nouvelles lois qui n'ont pas de sens et qui sont très provocatrices. Sur la loi sur la sécurité, vous voulez dire, globale ? Comme tout le monde a pu le constater, c'est que les dispositifs législatifs existent, donc il y a beaucoup de communication dans cette loi, mais cette communication est très provocatrice. En tout cas, elle suscite des manifestations, c'est-à-dire des dégâts supplémentaires, de l'angoisse supplémentaire, des dégâts pour les commerçants. Vous vous rendez compte, les commerçants qui subissent les manifestations. Et donc un gouvernement qui a déjà plusieurs crises à gérer, crise sanitaire, crise économique, crise sociale, crise climatique, il y a même déjà 4 qui surajoutent de la crise à la crise. Je crois que ça ne va pas, il ne va pas dans le bon sens. Donc il faudrait déjà qu'il ne se concentre que sur les crises que nous subissons et qu'il n'en rajoute pas de nouvelles. Donc les nouvelles lois qui arrivent aujourd'hui, et c'est d'autant plus paradoxal, on le sait, on en a l'expérience, chaque fin de quinquennat, c'est la même chose, c'est-à-dire les gouvernements se dépêchent de continuer à faire des lois, alors que ces lois ne sont même pas applicables. Le gouvernement l'a en place. Engagé quelques promesses. Par exemple, il avait reçu aussi les policiers et donc il voulait donner des gages à la police, quoi. Mais je pense qu'on peut donner des gages à la police sans passer par des lois. Il y a des règlements, il y a des moyens financiers à donner, il y a des structures de formation professionnelle, il y a la bonne utilisation des textes qui protègent la police qui doivent être utilisés pleinement. Mais c'est pas la peine, pour des raisons de communication politique, de lancer de nouveaux chantiers législatifs très provocateurs qui déstabilisent à nouveau et qui surtout ne seront jamais appliqués puisqu'il reste 1 an à ceux qui nous gouvernent. Enfin, ceux qui nous gouvernent. Donc c'est un grand mot. À ceux qui nous conseillez au gouvernement. Il était entre le débat d'expérience, j'ai des 20 ans parlementaires. Donc c'est vrai qu'il y a des ministres qui manquent d'expérience, dont nombre d'entre eux n'ont jamais été parlementaires. Donc peut-être qu'ils n'ont pas intégré. Ça c'est un problème. Peut-être qu'ils n'ont pas intégré le timing d'une réforme législative, c'est-à-dire la navette parlementaire, Assemblée nationale, Sénat, la double navette. Ensuite les amendements, parce que vous imaginez sur des textes comme ceci, vous allez avoir des milliers d'amendements. Donc personne n'en parle aujourd'hui, mais du jour au lendemain, vous allez voir, vous allez être obligé d'en parler. Ségolène Royal, il y a un manque d'expérience. Ben oui, il y a des amendements quand il y a une procédure parlementaire. Il n'y a pas une ligne claire, selon vous, il y a un manque d'expérience globalement en fait dans l'équipe de la majorité. Il y a un manque de bon sens, il y a un manque d'honnêteté politique et il y a un manque d'adaptabilité et de démocratie locale. Je prends l'exemple de la question qui tenaille aujourd'hui tous les Français. Est-ce que le confinement va être levé le 15 comme prévu ? Ma réponse est oui. Il faut donner de la stabilité. Bien sûr qu'il faut maintenir le confinement. Mais comment ? En appelant à la responsabilité et en faisant du sur-mesure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on nous dit l'objectif de 5000 fixé n'est pas atteint. D'abord, pourquoi cet objectif de 5000 ? Je ferme la parenthèse. Tout ça sort. On n'a pas expliqué aux Français pourquoi tout d'un coup Emmanuel Macron sortait de son chapeau 5000. C'était le conseil scientifique qui avait conseillé ça. En fait, 5000 pour que ça retombe. C'est pas le responsable de la politique. Or, quel est le bon critère ? Quel est le bon critère sanitaire ? C'est celui qui permet aux hôpitaux de ne pas être saturés et de continuer à soigner. Or, si vous écoutez attentivement ce qui est dit, on nous dit, effectivement, on n'a pas atteint les 5000 cas, mais il n'y a pas plus d'hospitalisation. Donc c'est ça qu'il faut surveiller. S'il n'y a pas plus d'hospitalisation, et s'il y a plus de cas, c'est aussi parce que le dépistage est plus intense.
et les tests plus rapides. Donc ça, c'est positif. Les gens savent s'ils sont positifs, ils peuvent donc s'isoler, ils peuvent donc faire attention. Mais il n'y a pas plus d'hospitalisation. Donc, je le dis aujourd'hui à votre micro, dès lors qu'il n'y a pas plus d'hospitalisation, il n'y a aucune raison de déstabiliser une nouvelle fois et les Français et les activités économiques en laissant peser une menace. Donc il faut qu'il y ait un déconfinement le 15, qu'il soit maintenu pour que les gens se déplacent. Mais si les gens se déplacent pendant les fêtes de fin d'année et déplacent et propagent le virus. Mais les gens, ils peuvent se déplacer avec les distances sanitaires, la première chose. La seconde chose que l'on ne nous dit pas et qui doit être dit, c'est la répartition géographique. Parce qu'on nous parle de moyenne, mais il y a des territoires et des départements où il n'y a pas du tout de reprise et où la baisse des contaminations a été accélérée. Donc déjà, ceux-là, il faut leur dire, ceux-là, il n'y a pas de problème. Là où il y a moins de baisse que prévu, il faut en appeler à la responsabilisation des citoyens et c'est l'occasion au contraire de les responsabiliser, de leur dire faites attention parce que là ça n'a pas baissé autant. Donc faites attention à vos distances, mais il n'y a aucune raison. Donc il faudrait prendre des décisions en fait locales ou régionales, quoi. Et puis, davantage un peu comme l'Allemagne. Mais oui, mais bien sûr, c'est l'intelligence collective. Et la seconde chose, qu'est-ce qu'on peut constater? Quelle est la démonstration de ce qui vient de se passer? La démonstration de ce qui vient de se passer, c'est que c'était une absurdité de fermer les petits commerces. Pourquoi? Parce que la réouverture s'est faite brutalement et en plus un samedi. On a l'impression qu'on est gouverné par des gens qui ne font jamais leurs courses, qui n'ont pas les pieds sur terre. Moi, quand j'ai entendu, on a été nombreux à entendre, mais le samedi, mais c'est là où il y a le plus de fréquentation. Donc, ce qui aurait été intelligent d'abord, c'est de ne pas fermer les petits commerces, parce que les gens auraient fait leurs courses. Ils auraient été beaucoup plus répartis géographiquement. Donc la fermeture des petits commerces a été une décision anti-sanitaire. Et deuxièmement, la réouverture brutale de tous les commerces, de toutes les grandes surfaces, le même jour et en plus un samedi, alors que comme beaucoup de gens travaillent à distance, ils peuvent faire leurs courses pendant la semaine, ça aurait étalé la présence des gens au lieu de les concentrer tous derrière ça, vous voyez quoi? Un manque de réflexion, manque de bon sens. Un manque de bon sens. On dirait que on est dirigé par des gens qui ne font pas leurs courses, qui ne savent pas ce que c'est que d'attendre à une caisse, qui ne savent pas ce que c'est que chercher les rayons, qui ne savent pas ce que c'est qu'un petit commerce, etc. C'est trop improvisé, alors non? Ça manque de bon sens. Ça manque de respect pour les Français, ça manque de sens de responsabilisation des citoyens, et ça manque de notion du sur-mesure. Vous voyez? Quand vous avez, je voudrais juste terminer là-dessus, parce que ça aussi, ça a été une décision anti-sanitaire. Quand vous avez la même décision qui tombe sur les grandes villes de plus de 100 000 habitants ou sur les petites communes de 15 000 habitants, c'est-à-dire où tout a été fermé, même dans les centres-bourgs, où il y a quelques commerces qui se battent toute l'année d'ailleurs pour continuer à fonctionner, c'est aberrant. C'est aberrant, puisque là, il n'y a pas de risque sanitaire, là où il y a très peu de petits commerces qui constituent des vrais services publics et qui maintenant vont sans doute faire faillite. Et donc c'est une accumulation de décisions négatives et qui vont même à l'encontre, et qui sont prises au nom de la crise sanitaire, mais qui vont à l'encontre même d'une bonne gestion sanitaire. Vous voyez? Bon, donc il faudrait changer un peu les équipes en place ou pas? Réaménager le gouvernement ou non? Mais écoutez davantage déjà les élus locaux. Les élus locaux, ils sont tous les jours au contact de leurs commerçants. Déjà, vous voyez, mais les élus locaux, ils sont pas consultés. Consulter, c'est quand même Ségolène Royal, justement, les élus vont être entendus avec les forces de l'ordre et les citoyens sur la sécurité. J'y reviens d'un mot, parce qu'il va y avoir une réunion en janvier, un Beauvau de la sécurité. Ça, c'est une bonne chose ou pas? Je ne sais pas si les Français qui écoutent comprennent ce que c'est que le Beauvau de la sécurité. C'est un peu comme le Grenelle de l'environnement, en quelque sorte. On est gouverné quand même par des gens qui sont une élite qui est complètement déconnectée du peuple. Beauvau, alors je vais expliquer aux gens qui nous écoutent pourquoi Beauvau. C'est la place, effectivement, où il y a le Beauvau. C'est l'adresse du ministère de l'Intérieur. Mais qui sait? Vous croyez qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent l'adresse du ministère? Oui, mais quand vous aviez dit Grenelle de l'environnement, vous et puis d'autres... Parce que le Grenelle, ça a remonté, vous voyez, depuis 68, on a entendu Grenelle, donc Grenelle, c'était plus une adresse. Le Grenelle, vous voyez, dans l'écho de ce mot, ça voulait dire quelque chose. C'était déjà, d'ailleurs, pas très clair au départ, le Grenelle. Mais vous voyez, dans le fin fond de nos campagnes, vous pensez que les gens Beauvau, ils savent ce que c'est qu'un veau, un veau qui est beau. Mais, donc vous voyez, même dans la formulation des choses, on voyait déjà ce matin sur les réseaux sociaux, les gens ne comprenaient pas ce que... Donc le Beauvau, effectivement, c'est l'adresse du ministère. Bon, en tout cas, c'est peut-être une bonne chose qu'il y ait de la concertation. Moi, j'aurais dit une assemblée générale, vous voyez, une réunion citoyenne. Dites-moi, Ségolène Royal, le temps file. Demain,
il y a aussi la loi contre le séparatisme qui a été rebaptisée loi confortant les principes républicains. Alors tout à l'heure, vous me disiez, le gouvernement devrait remettre l'ensemble en fait des lois à plus tard parce que c'est pas le moment. Celle-ci, c'est quand même indispensable, non, compte tenu de ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières semaines. Je pense, comme beaucoup de spécialistes l'ont dit, que les textes existants suffisent à freiner le communautarisme islamiste. Je pense vraiment. Et que aujourd'hui, vous voyez, le Parlement, il n'est même pas consulté sur la gestion de la crise sanitaire, sur ce dont on vient de parler, qui sont des choses essentielles pour la vie quotidienne des Français, et on va les ressaisir sur des textes qui n'auront pas le temps d'être appliqués et qui vont susciter des manifestations et des contestations. Parce qu'on touche à des fondamentaux de la République, donc ça ne va pas être simple. On va toucher à la liberté d'association, ça ne va pas être simple, parce que ça va toucher toutes les associations. Et ça, il y a déjà dans l'arsenal, on pourrait contrôler ces associations, le financement. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, qu'on pourrait déjà contrôler, il y a tous les outils. La preuve, c'est que le ministre de l'Intérieur a annoncé un contrôle récemment. Donc d'ailleurs, il aurait mieux fait de ne pas l'annoncer, mais de le faire. Vous voyez, il y a aussi beaucoup de déclarations provocatrices quand le ministre de l'Intérieur annonce des actions sur les mosquées, mais c'est absurde. S'il y a des actions à faire parce qu'il a un certain nombre d'informations, il le fait. Mais il le fait dans la discrétion et l'efficacité, mais pas en faisant des déclarations tonitruantes. Donc selon vous, il n'y a pas forcément besoin d'une loi, il faudrait appliquer pour que la République soit respectée, quoi. Alors oui, c'est ça, il y a deux choses. Non seulement il faut utiliser les lois existantes et les outils existants, et deuxièmement, il faut concentrer toute l'énergie de tous les lieux de pouvoir et de décision de notre pays à la crise sanitaire et à la relance économique. Car le vrai danger aujourd'hui, c'est la crise économique et sociale. C'est l'accélération de la pauvreté, c'est la déstructuration des familles, c'est les souffrances psychologiques des étudiants, c'est la baisse du niveau scolaire des élèves les plus défavorisés. Ça, ce sont des projets, des bombes à retardement par rapport à la façon dont le pays va pouvoir se remettre debout. Et moi, si j'étais aux responsabilités, je mobiliserais tout le monde, tous les lieux de décision, tous les lieux d'action, toutes les entreprises, tous les élus, toutes les associations, tous les citoyens, autour de ces seules priorités. Bon, comment juger l'environnement en un mot quand même, parce qu'il nous reste un petit peu de temps. Comment jugez-vous les actions du chef de l'État qui affirme que son gouvernement est celui qui a le plus avancé ? Comme dirait Angela Merkel, il y a beaucoup de discours, mais on attend les actions. Vous voyez, et deuxièmement, il y a beaucoup de reculs. Et des reculs symboliquement, pas seulement symboliquement. Lesquels ? Le glyphosate ? Donc c'est des problèmes de santé lourds aussi. Le recul sur le glyphosate, le recul sur l'interdiction des néonicotinoïdes. Ces deux arrêts qui m'avaient demandé beaucoup de travail, parce que même au sein du gouvernement... C'est un échec collectif, dit Emmanuel Macron. Et puis l'agriculture n'est pas prête encore. C'est pas un échec collectif. Le glyphosate avait été interdit et arrêté au niveau européen. J'en sais quelque chose, puisqu'il a fallu réunir un certain nombre de ministres européens de l'environnement pour obtenir une majorité au sein du Conseil européen de l'environnement. Et nous avions réussi. Et c'est Emmanuel Macron qui a relâché l'autorisation de glyphosate, et les néonicotinoïdes ont été interdits dans la loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, où Barbara Pompili était d'ailleurs secrétaire d'État, et là où elle a dû manger son chapeau et réautoriser les néonicotinoïdes. Elle est obligée de manger son chapeau, Barbara Pompili, en ce moment. Mais oui, la pauvre d'ailleurs. Mais c'est pas. Elle dit que 40% des mesures de la Convention citoyenne seront quand même adoptées. Vous y croyez? Oui, sans doute qu'il y a des petites choses qui, petites choses qui vont être faites, sans doute, et heureusement. Mais voyez, aujourd'hui, l'environnement serait une occasion de sortir par le haut, voyez, de susciter un sursaut positif de la nation. Pourquoi ? Parce qu'avec le plan d'investissement sur la relance, on pourrait avoir un chantier énorme sur la croissance verte. Les chantiers d'isolation. Ça a été évoqué, la transition, la conversion. Attendez, ça a été évoqué en début d'année, on est en fin d'année. Ça fait 12 mois qu'on en parle. Il y a eu une crise sanitaire quand même aussi, ça ne vous a pas échappé. C'est pas vrai, dans les autres pays européens, il y a les chantiers du bâtiment, ils ont continué. Donc le travail d'isolation sur les bâtiments, vous voyez, redonner du crédit d'impôt aux Français en leur disant vous ne payerez pas d'impôt si vous faites les investissements sur l'isolation de vos logements, par exemple. Vous voyez, des choses extrêmement puissantes qui permettraient de relancer l'activité et l'emploi, notamment dans le secteur du bâtiment et des transports. Un mot, Emmanuel Macron insiste sur la nécessité quand même du maintien du nucléaire civil qui émet moins de CO2 que certaines autres énergies, y compris du renouvelable comme le photovoltaïque. Vous êtes d'accord avec lui ou pas ? Non.
parce que la loi a dit ce qu'il fallait dire, donc c'est pas la peine de rajouter du nucléaire. La loi de transition énergétique avait prévu la baisse de 75 à 50% de la part du nucléaire dans la production d'électricité, donc il faut maintenir, il n'y a aucune raison de changer cela. Pourquoi ? Parce que l'énergie nucléaire est devenue plus chère, et même beaucoup plus chère que les énergies renouvelables. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si, pour des raisons... Oui, mais on dira il y aura peut-être des pénuries avec certaines énergies renouvelables. Il faut un mix et garder le nucléaire. Mais quand plus même. Vous dites ça, moins vous investissez dans le renouvelable. Si vous voyez, s'il y a un discours politique de méfiance à l'égard du renouvelable, ça ne va pas inciter les industriels. Et une fois de plus, la France va prendre du retard. Ouais. Et il ne faut pas prendre de retard. Et tout ce qui va être investi dans le nucléaire ne le sera pas dans les énergies renouvelables qui aujourd'hui sont un potentiel. Et la vraie révolution énergétique, elle est là, puisque les batteries vont continuer à s'améliorer et que certains pays, la Chine, qui est en avance sur ce sujet-là, parce qu'ils ont compris qu'il fallait investir très fortement, vient d'inventer des systèmes photovoltaïques qui produisent de l'énergie même la nuit. Oui. Donc vous voyez, il va y avoir des progrès technologiques considérables dans l'énergie. Il ne faut pas détourner l'investissement vers le nucléaire, qui est une industrie du passé, dont on a besoin à hauteur de 50%, mais qui est une industrie qui sera beaucoup plus coûteuse parce qu'elle n'a toujours pas résolu le problème de traitement des déchets nucléaires. Oui. Dernière question avec Cécile Leménibus. Anne Hidalgo a dit qu'elle prendrait toute sa part à l'élection présidentielle de 2022, sans forcément montrer sa candidature. En tout cas, est-ce qu'elle ferait une bonne candidate pour la gauche et pour justement les gauches ? Mais vous savez, je ferai la réponse que l'on peut faire sur les questions sur n'importe quel candidat. Ouais. C'est pourquoi faire ? Vous voyez ? Donc le projet, il doit venir avant les personnes. Et deuxièmement, la profondeur des crises change considérablement le rapport à la politique. Et vous les gens ne croient plus, et ils ont raison, on n'aurait d'ailleurs jamais dû y croire, aux personnages providentiels aujourd'hui. Les gens voudront savoir, on le voit aux États-Unis d'Amérique, d'ailleurs avec la réélection de Biden, et quand vous voyez l'équipe de Biden autour de lui, il y a beaucoup de personnalités qui étaient déjà autour de Barack Obama, ne serait-ce que le responsable John Kerry, qui va être responsable de la politique climatique et qui est envoyé spécial pour le climat de Joe Biden. Les gens, ils auront besoin de savoir pourquoi faire, avec quelle équipe et avec quel horizon et quelle garantie de réussite dans les actions. Et ceux ou celles qui pourront être candidats et porter à la fois ce collectif et ce projet, on le saura avant la fin de l'année prochaine. Merci. Ségolène Royal était l'invitée ce matin de Sud Radio.